Bonjour à tous. On va peut-être commencer cette session pour ne pas prendre trop de retard. Donc, pour la première plénière, là, on a le plaisir de recevoir Sophie Bracelet. Donc, Sophie Bracelet, alors, je pense que vous avez déjà entendu son parcours lors de la remise du prix Léon Bruluin. Je vais quand même redire quelques mots. Donc, elle a fait sa thèse sous la direction de Joseph Six au CNET, à Bagneux. Elle part ensuite 2 ans en postdoc aux États-Unis dans l'équipe de Burner. Puis, à son retour en France, elle est recrutée comme maîtresse de conférence à l'ENS Cachan, où il y a un nouveau labo, le labo de photonique quantique et moléculaire, qui provient en partie du CNET Bagneux. Donc, elle poursuit sa recherche là-bas et ensuite, en 2006, elle rejoint l'Institut Fresnel à Marseille et est nommée chargée de recherche CNRS, puis directrice de recherche CNRS. Donc pendant toutes ces années, elle utilise l'optique, vous le savez, plus particulièrement l'optique non linéaire, la polarimétrie, la mise en forme de faisceaux optiques pour sonder les propriétés structurales de la matière. Donc en lien soit avec la physique des matériaux, soit avec la chimie, et plus récemment donc, avec la biologie. Donc elle a une production scientifique pléthorique, je ne vais pas tous les citer, de nombreux articles très cités. Alors, je peux citer mon article préféré, c'est celui de 1998 avec Joseph Six sur toute la description multipolaire des processus de seconde harmonique, avec beaucoup de tenseurs dedans. Moi, j'aime beaucoup cet article. Donc, en parallèle, Sophie est très active au niveau de la communauté optique française et internationale. Elle a de nombreuses responsabilités en centre d'enseignement et en recherche. Donc, en enseignement, je vais juste citer la direction du Master Erasmus Mundus Europhotonics à Marseille. Et en recherche, la direction de l'Institut Fresnel, maintenant, depuis 2 ans. Donc tout ça a valu de nombreux prix, on l'a vu en début de semaine. Elle a aussi reçu la médaille d'argent du CNRS en 2006. Elle est fellow de l'Optica depuis 2021. Et donc là, je vais m'arrêter puis te donner la parole pour qu'on avance sur les exposés sur la science. Merci beaucoup Marie-Claire. Merci pour cette invitation à donner cette plénière devant un autre invité prestigieux et pour ce prix également, ce grand prix que j'ai obtenu. Et merci encore au jury et à la SFO et longue vie à ces congrès qui sont, je pense, extrêmement riches pour les jeunes et pour les moins jeunes. Donc je vais vous parler de microscopie optique et d'application à l'imagerie pour la biologie, en particulier comment la polarisation de la lumière est exploitée et peut amener des informations très importantes sur les milieux biologiques, mais également pour les opticiens, parce qu'on commence à approcher des problématiques qui ne sont pas forcément même formalisées, sur les polarisations de 3D par exemple. Et donc ce sujet en fait est parti d'un questionnement initial, avant même mes travaux à l'Institut Fresnel, qui sont comment imager l'organisation moléculaire à des échelles qui sont celles qui sont d'habitude abordées par la microscopie électronique, qu'on voit par exemple sur ces images-là, et qui ne sont pas accessibles par l'optique. On connaît tous la limite de diffraction optique et la limite des microscopes, même les meilleurs, qui sont utilisés en optique de manière standard, outre les schémas qu'on peut trouver en super résolution. Les limites sont de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, qui sont complètement liées au système optique utilisé, à la diffraction. Ça n'empêche pas qu'on peut voir des structures dans les systèmes biologiques, et la microscopie de fluorescence que je montre ici est très largement utilisée sur les plateformes d'imagerie en biologie. On y voit des structures comme ici, ces assemblages de filaments qui sont de l'actine, qui sont des informations très importantes sur la manière dont les cellules évoluent en forme, migrent pour former des tumeurs, ont des applications en mécanobiologie, en immunologie. Mais on manque quand même certaines zones dans ces cellules, et notamment ces zones un peu floues, là, dans lesquelles on a pourtant de l'information. Ces filaments forment des structures qui peuvent être des meshworks isotropes ou bien même organisées, et sur lesquelles cette organisation ne peut pas être détectée par manque de résolution, mais on a quand même une information ici sur le fait qu'il y a des orientations assez riches dans ces images en microscopie électronique. Du point de vue de l'optique, on sait que la fluorescence réagit à la polarisation. En fait, elle réagit à la polarisation de 2 manières. On a un processus incohérent d'excitation de la lumière, donc par une lumière polarisée, mais également d'émission de la lumière. Et les deux vont m'intéresser aujourd'hui. Ce qui est particulier dans les systèmes biologiques quand même, c'est qu'on travaille à température ambiante dans des systèmes vivants. Il y a des milieux principalement aqueux, donc il va y avoir des mobilités angulaires. Et donc finalement, on n'a pas affaire à des systèmes d'émetteurs
polarisé de manière très nette, on va avoir des degrés de dépolarisation. Donc finalement, une mobilité angulaire d'un dipôle, pour nous, ça va être l'introduction d'un degré de dépolarisation dans l'émission d'un dipôle. Alors, pour ce qui est de la fluorescence, c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce que ce qui se passe dans les milieux vivants, c'est que entre l'excitation par un photon ici ou par deux, si vous voulez faire l'optique non linéaire, je vais exciter une certaine orientation moléculaire, mais comme vous l'avez entendu déjà dans plusieurs présentations cette semaine, il se passe un certain temps avant qu'il y ait relaxation sur un niveau le plus bas excité ici de la molécule, pendant lequel la molécule peut éventuellement tourner. Et il y a un lien important entre ce temps de rotation, la viscosité locale. Donc il va y avoir quelque chose d'important aussi, c'est comment ce temps se compare au temps de vie de fluorescence qui est de l'ordre de la nanoseconde. Donc on a quand même deux processus à gérer. Et si on veut parler de polarisation dans ces phénomènes-là, ben, il va falloir faire un peu attention aux deux phénomènes. À la fois, comment est-ce qu'on excite ces molécules? Et ce qui gouverne finalement ce processus, c'est la probabilité d'absorption. C'est comment je projette le dipôle d'absorption, d'excitation de ces molécules sur le champ électrique excitant, et comment elle va émettre sa lumière en tant que dipôle émetteur depuis son niveau de fluorescence, que je vais capturer avec une ouverture numérique donnée. Donc là, je vais intégrer sur une ouverture numérique donnée le rayonnement de ces dipôles-là. Donc si je veux regarder comment ces dipôles sont orientés, j'ai plutôt intérêt à ne pas trop mélanger les deux processus pour pas justement avoir affaire à ces phénomènes de dépolarisation orientationnelle entre l'excitation et l'émission. Donc je vais vous montrer comment on peut jouer sur ces deux aspects par différentes stratégies d'imagerie optique. Et la première à laquelle on s'intéresse, c'est l'absorption. Et on peut forcément imaginer que si on excite ces molécules suivant l'axe qui est celui de la mobilité de ces électrons liés, et bien je vais absorber plus de lumière que si je les excite de manière orthogonale. Donc rien que exciter une molécule avec une polarisation variable va être capable de moduler la lumière, qui va être de la lumière de fluorescence. Hein. Et finalement, ce qu'il y a derrière ça, c'est, de manière quantique, ça va être le dipôle de transition entre le niveau fondamental et le niveau excité, qui dans une molécule est l'overlap entre ces deux orbitales. Là, donc je vais avoir des phénomènes qui sont complètement liés à la symétrie des molécules, et si elles sont très unidimensionnelles, ce dipôle est suivant l'axe, encore une fois, dans lesquels je peux faire bouger les électrons. Alors pour pouvoir détecter ces orientations, on ne va rien faire du point de vue polarisé pour la détection, mais on va vraiment jouer sur l'excitation. Et la manière la plus basique de faire ça, c'est d'imaginer une rotation de la polarisation sur un dipôle qui est ici unique. Hein. Et si ce dipôle est dans le plan, pour l'instant on va rester en 2D, et bien je module la lumière de manière importante. Je peux même pointer la direction de ce dipôle, donc j'ai même trop d'informations par rapport à ce que je pourrais imaginer. En revanche, quand je commence à collectionner une collection de dipôles, qui peuvent être soit n dipôles dans un volume focal, soit une molécule unique qui va bouger dans le temps, j'intègre dans le temps le processus et j'additionne de manière incohérente ces informations. Et je vais récolter une émission de fluorescence qui va être proportionnelle à cette probabilité d'absorption. Donc c'est encore une espèce de cos carré, avec un contraste qui est moins élevé que précédemment parce que je vais accumuler les modulations de chacun de ces dipôles dans le temps, et puis avec une direction que je vais pouvoir pointer, qui va me donner la direction de la distribution en moyenne. Alors ce qui est important ici, c'est que cette information est limitée quand même. J'ai une réponse qui va être au carré du champ, donc je vais être en harmonique 2 de la polarisation incidente, ce qui me dit finalement que j'ai accès à deux coefficients, deux paramètres indépendants uniquement, et pas plus. Donc par exemple, je ne peux pas déterminer de manière très poussée la forme de cette distribution, et si je veux le faire, il faut que je monte à des ordres supérieurs, et c'est tout l'intérêt de l'optique non linéaire. Si je commence à exciter ces processus, ou de manière cohérente ou pas, à des champs à des puissances plus élevées, je vais pouvoir avoir accès à des distributions, des niveaux de degrés de distribution plus complexes. Ici, en fluorescence, c'est deux paramètres, donc ça va être typiquement l'orientation moyenne de la distribution et, par exemple, son ouverture angulaire. Et je suis obligée de mettre derrière un espèce de modèle. Ici, ça va être un cône ou une gaussienne. Et de manière pragmatique, comment on fait ça? Eh bien, c'est une manip un peu historique qui a beaucoup évolué depuis, mais on fait tourner la polarisation, on enregistre une image, qui est ici une image scadée par polarisation incidente, et puis cette modulation par pixel me permet de retirer deux informations, qui sont l'information de orientation moyenne de la distribution et son contraste. Et ça se fait sur des images. Donc ici, c'est une image de cellule qui est sur une surface qui a formé des filaments d'actine, des bundles, en fait, des fibres qui se mettent ensemble à différentes régions d'adhésion à la surface. Et par pixel, je récolte, ici c'est vraiment un ensemble de molécules, je récolte une information qui est une modulation, de laquelle je peux récolter une ouverture angulaire si mon modèle est un cône, et je peux colorer cette information. Donc j'ai une cartographie d'ordre finalement, où chaque pixel me dit
comment sont organisées ces molécules. Est-ce que c'est de manière très cristalline, très parallèle ou pas? Et ici, ce que je vois dans ces filaments d'actine, ces assemblages de filaments, c'est que l'angle est assez élevé, de manière assez curieuse, et on comprendra pourquoi par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces filaments, finalement, sont déjà rapportés du point de vue de l'orientation. Je peux voir leur orientation moyenne et je peux faire ça de manière dynamique parce qu'on sait faire ça maintenant de manière très rapide. Par exemple, sur ici des embryons c'était des C. elegans qui clivaient, donc qui formaient leur système multicellulaire, où l'actine vient s'organiser de manière très très précise le long de ces structures de séparation. Et ça, c'est en temps réel. Alors, ce qu'on fait maintenant pour la représentation, c'est quelque chose d'un peu combiné entre orientation et ordre. On vient rapporter ici par pixel des petites lignes qui vont être orientées suivant la direction moyenne de ces orientations et colorées suivant l'organisation moléculaire à ce pixel précis. Et donc, ça nous rapporte une information d'ordre. Et on peut le décliner sur des systèmes qui sont très, disons, de questionnement pour les biologistes. Et ici, c'est un exemple de ce qu'on a réussi à imager dans des embryons de drosophiles, où notre collègue biologiste s'interrogeait sur le rôle de cette protéine qui se localisait ici sur la base des formations de cellules. Elle est connue, cette protéine, en microscopie électronique in vitro pour organiser l'actine. Et on voyait effectivement un ordre un peu plus important sur cette base-là par rapport à la surface apicale. Et en regardant depuis le dessus, on voit que les filaments d'actine s'organisent de manière assez coordonnée le long des contours, contrairement à cette surface ici où ils sont très aléatoires. Donc il y avait un vrai apport sur la question biologique donnée de cette information polarisée. Alors le problème que j'ai dans ces images quand même, c'est que je fais une moyenne. Donc j'ai une moyenne sur n molécules par pixel, mais surtout n molécules qui en temps vont également dépolariser la lumière. Et cette information moyennée, finalement, contient ces deux informations. Et c'est la raison pour laquelle on est descendu en échelle en disant, OK, il faut quand même pouvoir quantifier cette mobilité angulaire de manière découplée de l'ordre moyen. Et c'est la raison pour laquelle on est allé vers la microscopie super résolue qui se base sur des informations de molécules uniques. Alors celle-ci permet, et c'est encore une fois une image d'actine ici, c'est le système que j'utilise pour illustrer tous ces propos, permet de regarder finalement comment ces petits marqueurs sur le long de ces filaments où j'ai des milliers de molécules par volume focal se comportent indépendamment en mobilité angulaire et de reconstruire molécule par molécule cette organisation de manière à se rapprocher de cette imagerie structurale qu'on voyait dans la microscopie électronique. Et donc c'est cette mobilité que je cherche maintenant à quantifier, qui est un problème assez similaire à tout à l'heure. J'ai dans le temps plusieurs orientations qui vont être accumulées sur le temps d'intégration d'une caméra, et chaque petit dipôle est encore une fois ces petites molécules qui sont attachées à l'actine. Alors, l'avantage de regarder les molécules, c'est évidemment de remonter également à tous les avantages des détections de molécules uniques et du coup l'imagerie super résolue. Vous en avez une très belle illustration hier par Laurent Cognier qui a donné sa présentation au prix Gerfagnon. L'idée de se gagner en résolution par la détection de molécules uniques, elle est basée sur le fait qu'on peut pointer une image de molécule avec une plus grande précision que sa taille. Et ça se fait de mieux en mieux si j'ai énormément de photons. Et ça fait partie du prix Nobel en chimie en 2014 sur l'utilisation de ces molécules pour l'optique. Et donc ici, l'idée, c'est que je regarde ces molécules isolées les unes des autres, c'est quand même clé pour pouvoir les pointer. Je reconstitue ici l'image par leur position et je le reconstitue par une pile d'images, finalement une image super résolue. Et ça a été un énorme progrès pour l'imagerie, pour les biologistes, qui passent de ces images résolues à diffraction optique à ces images qui sont, elles, extrêmement détaillées, codées en hauteur, même, hein, le codage couleur ici nous dit à quelle hauteur sont les molécules, à quelques centaines de nanomètres, et avec une grande précision. Alors le problème ici, c'est que j'ai toujours pas d'informations structurales précises, c'est-à-dire que j'ai des zones où j'ai beaucoup de molécules et pas vraiment d'informations sur ces meshworks que je vous ai présentés tout à l'heure, donc on va essayer d'ajouter l'information de l'organisation par-dessus. Et ça implique d'utiliser des microscopies polarisées qui vont devoir s'adapter à ce type d'image. Là où je regarde finalement des émetteurs uniques isolés les uns des autres, qui sont sur une image empilée sur laquelle il va falloir que je pointe leur position, avec une grande précision, donc beaucoup de photons, mais avec une seule image et pas des images séquentielles comme ce que je faisais tout à l'heure. Donc pour pouvoir s'affranchir de cet éclairage séquentiel que j'ai montré tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt jouer sur la détection. Parce qu'on sait construire des images polarisées avec des polarization beam splitters. Vous avez entendu des utilisations en quantique par Alain Aspect la dernière fois. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les utiliser, ces beam splitters, pour l'imagerie polarisée en microscopie.
Donc j'illumine mon échantillon avec une polarisation circulaire et je vais aller chercher l'information maintenant sur la manière dont émettent les dipôles. Et donc je rapporte l'information polarisée sur la détection. Mais finalement, il se passe la même chose parce que je regarde une radiation, donc un champ électromagnétique qui se propage dans un microscope. Et là, je vais faire tourner un polariseur. Si j'ai un seul dipôle, je vois finalement la même chose. Je vois quelque chose qui est un dipôle polarisé, qui est très contrasté en réponse en polarisation de mon polariseur. Et puis plus le dipôle va être mobile, plus je vais étaler la réponse sur quasiment pas de contraste. Et alors la chance qu'on a avec ces réponses qui sont peu riches en harmoniques, c'est qu'en fait 4 points suffisent. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de splitter à des polarisations multiples, 4 polarisations suffisent, et ça peut se faire avec des setups qui sont relativement simples. Donc on a ici produit un splitter de polarisation en imagerie en utilisant des prismes Wollaston qui sont capables de séparer ces 2 états de polarisation. Il y en a un qui nécessite d'accrocher des polarisations qui sont à 45-135, donc il y a une lame d'onde entre les deux, mais finalement je sais produire des images ici qui vont être des images similaires à tout à l'heure de clignotement de molécules uniques, donc c'est toujours une cellule avec de l'actine, et chaque molécule est dipliquée sur 4 images avec des états de polarisation différents. Et si je suppose ma distribution dans le plan, ça me suffit complètement pour déterminer mon organisation projetée dans le plan. Et donc je vais aller chercher chaque molécule, les centrer, les localiser, produire un ratio de ces intensités. Alors ça nécessite évidemment des codes de développement de traitement d'images pour pouvoir les localiser avec haute précision, pouvoir les pairer entre elles. Mais de manière générale, la connaissance de ces 4 intensités me suffit pour remonter à ce contraste de polarisation et donc à leur orientation dans le plan. Alors ça peut se faire, si on regarde les choses de manière analytique, avec des phénomènes de propagation paraxiale. Ça peut se faire de manière très simple. Il suffit de faire une ratiométrie de ces intensités pour finalement obtenir de manière non ambiguë l'orientation de ces molécules uniques et leur mobilité angulaire. Alors dans la vraie vie, un microscope, ce n'est pas du tout de l'optique paraxiale. Donc on est obligé de tenir compte des ouvertures numériques, de la manière dont la propagation se fait jusqu'à ce qu'on appelle la PSF, la Point Spread Function, c'est l'image d'une molécule unique qui a une forme, donc on va intégrer l'intensité sur cette forme. Et finalement, ce qui est intéressant ici dans un microscope, c'est qu'on peut complètement séparer les systèmes de propagation. Donc ça contient l'ouverture numérique, est-ce que je mets là éventuellement un base de phase ou pas. Et puis l'information des dipôles, qui sont en fait des moments de second ordre. C'est la moyenne dans le temps, donc orientationnelle, du projection suivant X, Y et Z de chaque dipôle, au carré, évidemment, puisque je regarde une intensité. Et ces informations-là, elles sont contenues elles contiennent l'orientation de ces dipôles. Et ce que je peux dire dans ce que j'ai fait comme manip ici en projetant suivant 4 états de polarisation, c'est que j'ai déjà accès aux projections suivant les axes du plan X et Y. Pas tout de suite suivant Z, parce que j'ai projeté suivant un polariseur, mais c'est déjà beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le plan. Et donc ça, on l'a réalisé sur des systèmes qui contiennent des molécules uniques qui clignotaient. Et ici, le long d'un filament isolé d'actine, donc là j'ai extrait un seul filament, il a été reconstitué in vitro sur une surface. Et chaque petit stick ici, chaque petite ligne est maintenant plus une collection de molécules, mais une molécule unique, et codée en couleur avec la mobilité de chacune de ces molécules. Donc je sais comment chaque molécule est orientée et je sais comment le degré angulaire avec lequel elle est mobile pendant le temps d'intégration de ma caméra, qui est de l'ordre de 100 millisecondes ou même 50. Ce qui est important finalement, c'est que la durée de vie est très rapide et éventuellement même plus que le temps de rotation est plus rapide que la durée de vie. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'ouverture angulaire, donc la mobilité de ces molécules, est élevée. C'est-à-dire que chaque petit dipôle qui est agrégé à l'actine, qui est collé à l'actine par cette phalloïdine, va être capable d'avoir une mobilité angulaire, qui a été d'ailleurs mobilisée par les chimistes qui font de la chimie analytique. Ces petits dipôles qu'on voit là, finalement modélisés avec des temps, ici entre images, qui sont de l'ordre de la nanoseconde, changent de direction de manière même assez séquentielle et discrète. Sur le temps. Et donc clairement, en moyenne, une orientation qui peut être sur un angle assez important, ce qui explique en fait les forts degrés de désordre que je voyais dans mes filaments d'actine tout à l'heure. Mais néanmoins, je peux pointer des directions, c'est-à-dire je peux dire dans quelle direction se trouve mon filament d'actine parce que j'ai pointé chacune de ces molécules les unes parallèles aux autres. Donc ça, c'est sur un filament unique, mais sur une structure beaucoup plus complexe qui est un réseau d'actine qui peut être très désorienté ou pas, je vois ce genre de choses. Donc ça, c'est une image super résolue d'orientation de molécules. Ici, de ce côté, je vois la mobilité angulaire, donc autour de 100 et quelques degrés, 90. Et ici, je vois l'orientation de chaque molécule reconstituée en code couleur. Donc on voit qu'elles suivent, comme tout à l'heure, les filaments, mais cette fois-ci, c'est vraiment pas via les molécules uniques que j'ai l'information.
Et si je vais voir de plus près, je peux voir des images qui ressemblent à des images structurales cette fois-ci parce que j'ai discriminé la mobilité de l'orientation. Donc on voit ici sur ces fibres qui sont ventrales, là, donc c'est des fibres très proches de la surface, les filaments forment vraiment des bundles parallèles de fibres qui sont rapportés par ces orientations moléculaires, alors que sur certaines fibres qui sont dorsales, alors les biologistes savent que c'est non contractile, donc un peu plus désorganisé, on a des orientations qui sont un peu plus riches. Alors ça, c'est bien parce qu'on voit les filaments et les fibres et on peut collecter de l'information. Il y a un sujet qui est encore plus important, c'est dans les zones où on ne peut pas visualiser, même avec la super résolution, des réseaux d'actines. Et ça se trouve notamment dans les lamellipèodes, c'est ces fronts de migration cellulaire qui sont très importants pour les phénomènes de migration, dans les tumeurs par exemple, dans lesquels on sait que l'actine forme des networks très très denses, mais quand même avec des structures. Donc on est allé voir dans ces bords de structures, on voit qu'il y a des orientations un peu plus aléatoires, hein, on voit que c'est aussi éventuellement coloré en mobilité. Mais si je vais voir de près sur une petite zone de ce front cellulaire, je vois qu'au niveau de l'imagerie super résolue, donc qui s'appelle STORM ici, je ne distingue pas spécialement de manière morphologique des filaments, alors que si je regarde leur orientation, je peux commencer à distinguer des structures, distinguer des distributions. Et il se trouve qu'en fait, sur ce front, il y a des cross-linkers qui marquent les orientations d'actine de manière très, très discrète et très connue au niveau angulaire. Ça s'appelle ART2-3, donc c'est des molécules qui branchent l'actine avec des angles de l'ordre de 70 degrés. C'est connu par la microscopie électronique, et ici on commence à pouvoir aborder ces informations-là par la microscopie optique. Et comme vous le savez tous, l'optique est beaucoup plus intéressante parce qu'on peut faire de l'imagerie du vivant, on peut aller marquer avec des couleurs différentes de manière spécifique des protéines. Donc cette information-là, elle est extrêmement importante pour la biologie structurale en général, et on peut voir des différentes structures d'actine de manière très spécifique. Alors, ce que j'ai raconté jusque-là, c'est le monde 2D. Donc, évidemment, la microscopie, c'est toujours des images 2D, mais on sait bien que le monde du 3D est intéressant. On a vu des images formidables cette semaine d'organoïdes, de systèmes artificiels qui permettent de mimiquer les tissus. La biologie et le monde du vivant, c'est 3D. Alors, c'est 3D aussi pour l'optique, et on a besoin d'aller chercher maintenant cette information de manière orientationnelle. Qu'est-ce qui se passe jusque-là ? Jusque-là, ce que je vous ai montré, c'est des projections dans le plan. Donc, je vais projeter finalement toutes les informations de mobilité ou de dépolarisation angulaire sur le plan. Et je peux éventuellement fortement biaiser l'information, parce que si je regarde un cône de dessus, il va avoir l'air d'être complètement isotrope. Donc, en fait, si je tilte mon cône et que je mesure sa projection, j'ai un biais très important sur la mesure de la mobilité angulaire de ces molécules. Et ça, c'est quelque chose d'irrémédiable. En projetant l'information sur un polariseur, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais forcément biaiser l'information. Et on le voit très bien dans ces images quand on va voir d'un peu plus près. Si je code couleur ces mobilités avec le rouge au-dessus, je vois qu'il y a des populations importantes ici de mobilité angulaire. Donc c'était ce cône de mobilité qui sont très, très presque isotropes. Beaucoup de molécules, notamment sur le bord, et certaines fois dans les fibres très épaisses. Et ça, ce n'est pas expliqué par les molécules elles-mêmes parce qu'elles ont toutes le même linker. Donc on sait que leur mobilité naturelle, c'est les 90 degrés et quelques là. Il n'y a pas de raison que ce soit plus ou moins suivant la zone angulaire. Ce sont des molécules très petites. Donc en gros, ça veut dire que j'ai du biais sur ces lectures-là. J'ai forcément des molécules qui s'orientent de manière 3D. Et on le voit également dans les structures qui sont encore plus compliquées, de protéines membranaires qui sont connues pour s'orienter 3D dans les surfaces, dans les membranes. C'est des protéines de reconnaissance de l'adhésion cellulaire. C'est un travail qu'on fait avec le laboratoire de neuro de Bordeaux, où on voit des populations de molécules qui sont à la fois dans le plan et hors plan. Donc il y a clairement des informations dans cette mobilité angulaire qui sont des indications de cette orientation 3D. Alors le problème, c'est comment quantifier cette orientation 3D. On sait bien qu'une polarisation axiale, ça existe. Bon, c'est pas quelque chose de très naturel pour l'optique. Il faut trouver des manières de le faire. Et en fait, la manière de le faire, c'est d'aller regarder en fait, dans le plan de Fourier. On sait qu'en fait, un dipôle qui rayonne de la lumière, si je le détecte avec une forte ouverture numérique, je vais voir dans le plan de Fourier, donc ici, c'est le plan conjugué de pupille, une distribution dont la distribution d'énergie est un rapporteur de cette orientation 3D. Quand mon dipôle est dans le plan, je vais voir de l'information qui est relativement homogène suivant le plan de Fourier, avec peut-être un peu de couplage avec les ondes évanescentes sur le bord, mais en gros, c'est aussi linéairement polarisé suivant la direction du dipôle. Si je commence à orienter ce dipôle hors plan, je vais voir mon donut de rayonnement de face. Il n'y a évidemment pas d'énergie dans la direction du dipôle, et toute l'énergie est sur le bord, avec une polarisation radiale. Donc il y a de l'information là, qui permet de collecter cette quantification de l'orientation 3D qu'il faut aller chercher. Alors cette manière de faire, c'est de justement s'intéresser au rayonnement de ces dipôles, même s'ils sont un peu dépolarisés, ça reste les mêmes propriétés.
Alors, il y a plusieurs manières de le faire, et c'est un vrai débat actuellement dans la communauté de l'imagerie super résolution. Il y a une manière qui est de tirer profit de ce splitter d'images que j'ai montré tout à l'heure. Alors ça, on va voir que ça peut avoir de l'intérêt, peut-être partiel, mais en tout cas, ça a déjà de l'intérêt. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on s'est dit, finalement, on va faire une mesure ratiométrique de ce qui est émis sur le bord de ce plan de Fourier et l'intérieur. Clairement, ici, quand le dipôle est hors plan, il y a beaucoup plus d'énergie sur le bord que l'intérieur, alors que là, elle se répartit plus entre l'énergie de l'intérieur et du bord. Donc en diminuant l'ouverture numérique sur un des bras, et en faisant des mêmes schémas ratiométriques que tout à l'heure, je vais déjà apporter de l'information. Et c'est le cas. C'est-à-dire que la matrice de transmission de l'information, à partir de ces 4 images, dont 2 ont été prises à des ouvertures numériques plus petites, va contenir finalement plus d'informations que tout à l'heure et va rapporter un terme de plus dans l'émission. J'ai accès au dipôle de second ordre suivant Z de ce dipôle. Et donc à son orientation 3D, alors pas complète parce que je n'ai pas les couplages X, Y et X, Z et YZ. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir faire la différence entre un dipôle tilté comme ceci et comme cela. La raison de ça, c'est qu'ils ont en fait des distributions dans le plan de Fourier qui sont symétriques. Donc si je m'intéresse juste à ce qui est au centre versus ce qui est au bord, je vais faire des indéterminations. Mais quand même, j'ai accès à une quantification de cette orientation hors plan, et ça a relativement bien marché, avec cette ambiguïté près. Donc pour savoir si on était précis ou pas, aujourd'hui ce qu'on fait, c'est de l'estimation de la bande de Kramer-Rao. Ça nous dit en fait si on mesure cette quantité-là dans le cadre d'un bruit de photon de poisson, quelle est la variance minimum accessible. Ça ne me dit pas comment le faire, mais en tout cas ça me dit quelle est la variance minimum dans ce schéma-là accessible. Et ces variances sont assez précises. J'ai des degrés de précision dans les différentes configurations d'orientation, suivant les différentes informations que je veux, donc l'orientation hors plan, et puis ici la mobilité angulaire. Ici, c'est une simulation avec 3000 photons par molécule, qui est typiquement ce à quoi on accède dans les milieux biologiques. Et je peux également voir si l'information est biaisée ou pas. Donc là, on a fait des mesures avec des billes qui étaient modélisées. On voit bien qu'on a quelque chose qui est au niveau de la mesure proche de la bande de Kramer-Rao. On a aussi des précisions, des biais qui sont très très peu élevés, à part dans les zones où les angles ne sont pas définis. Donc en gros, ça fonctionne, et on a accès aujourd'hui à des informations qui vont être plus intéressantes du point de vue de l'orientation en 3D, parce qu'on mesure ces tilts off-plane. On a fait des mesures dans des systèmes qui sont clairement hors plan, qui sont en fait des lipides marqués par fluorescence, donc avec des petits dipôles de fluorescence qui vont se balader ici dans des bicouches lipidiques. Donc on en voit quelques-uns qui commencent à bouger là. Ça dépend fortement du dye. Mais ce qui est intéressant dans les membranes, et c'est encore une autre biologie à laquelle on a accès, c'est qu'on peut à la fois sonder des phases lipidiques. On peut désormais, avec ce genre de méthode, regarder si l'ouverture angulaire est plus importante ou pas dans certaines configurations lipidiques qui sont connues pour organiser les molécules, mais on peut aussi regarder éventuellement la morphologie de la membrane. On a accès à l'orientation moyenne de ces molécules en 3D. Donc c'est un apport supplémentaire et qui ouvre vers d'autres problématiques biologiques qui sont typiquement les sites d'adhésion. On a eu des formidables images de super résolution et des modèles qui en ont été déduits grâce à l'imagerie super résolue, mais il y a ici beaucoup de guesses, c'est-à-dire que les gens essaient de deviner à quoi ça peut ressembler, et l'orientation peut clairement informer beaucoup plus. Alors il y a quand même des challenges dans ce domaine. Les PSF, ce qu'on forme comme images moléculaires, sont cette fois-ci déformées. Quand j'ai un dipôle hors plan, clairement le rayonnement va avoir une certaine forme. Donc j'ai plus des gaussiennes. Et donc ça, évidemment, il faut travailler sur la forme des PSF. Mais j'ai également un problème qui est fondamental, c'est comment être sûr d'une calibration de microscope. On sait très bien tourner des polariseurs. Par contre, mettre une molécule hors plan de manière rigide, suivant un axe connu, c'est extrêmement difficile. Donc on travaille avec des chimistes qui travaillent sur les origamis, c'est des structures à base d'ADN dont on sait faire des échafaudages 3D. On commence à travailler sur quantifier l'orientation de ces molécules. Alors je voulais vous parler du dernier possibilité pour mesurer ces informations, qui est à mon sens également très très intéressante, qui est accéder à cette même information 3D, mais pour lever cette ambiguïté dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est d'aller manipuler le plan focal, ici le plan de Fourier, la pupille de ce microscope. Et manipuler, ça veut dire changer la PSF, c'est-à-dire aller mettre de l'information de phase ou de polarisation dans ce plan, de manière à coder dans la forme de cette image l'information d'orientation. Et le traitement se fait de la même manière. J'ai toujours une propagation en microscopie qui va être dépendante de ces dipôles du second ordre. Il y a des choses qui ont été essayées dans le labo de Mörner, notamment très tôt, mais qui n'étaient pas très successful parce que les tailles finalement des PSF étaient très larges. Vous voyez ici, je vais au-delà du micron en taille de PSF. Ça forme cette fois-ci 3 spots.
en allant placer cette lame de phase qui est très compliquée. Elle est issue d'un processus d'optimisation. Le ratio de ces 3 spots qui sont en fait la même molécule va informer éventuellement sur l'orientation 3D. Ça, c'en est un autre exemple. Il y a des ambiguïtés, c'était à ce stade-là complexe. C'est un sujet ouvert à la fois pour les gens qui veulent minimiser l'orientation, le biais d'orientation sur la localisation de molécules, mais aussi pour quantifier ça au plus propre. Ce qu'on a fait, nous, c'était réunir les savoir-faire de l'université de Rochester et de Fresnel, en allant discuter avec les gens qui travaillent en fait sur la polarimétrie, donc vraiment de l'optique hardcore, vraiment de mesures propres d'état de polarisation. Et il y a eu un système qui avait été développé par Thomas Brown, qui était en fait une lame contrainte, qui n'est plus une lame de phase, mais une lame de biréfringence, c'est-à-dire que c'est spatialement distribué cette fois-ci en polarisation et en phase, de manière radiale. Donc c'est formé par 3 points de contrainte, c'est très joli comme système. Et ils étaient capables, avec ce système-là, d'aller regarder la forme du focus formé et de déduire de ça tous les axes, toutes les coordonnées d'une sphère de points carrés, à la fois l'état de polarisation et son degré de dépolarisation en 2D. C'est-à-dire, le truc intéressant dans cette lame, c'est qu'en fait, elle est optimale au sens où chaque PSF, donc chaque forme donnée, est un axe de la sphère de points carrés. Donc, je vais par combinaison linéaire reconstituer n'importe quel PSF ici. Donc, on s'est inspiré de ça en allant chercher ici 2 images, donc c'est-à-dire en la plaçant cette lame sur un plan de Fourier d'un microscope, en formant 2 images. Alors il se trouve que c'est left and right circular polarization, parce que c'est accessible avec la symétrie de la lame. Et sur cette lame, en fait, je peux former 2 PSF dont la forme va encoder complètement la direction de ce dipôle, mais également sa hauteur. Donc je peux à la fois coder la direction de ce dipôle, coder sa hauteur. Vous voyez que la rotation, c'est pas forcément la même quand je change la hauteur et quand je change la rotation. Je peux également coder son orientation 3D, ça va commencer à faire des formes un peu plus tordues, et également la dépolarisation, qui arrive ici comme finalement un floutage, parce que j'additionne des PSF. Et tout ça, c'est relié de manière complètement rationnelle avec les axes de la sphère de points carrés. Alors ça ouvre à d'autres problèmes, parce qu'il faut maintenant modéliser une orientation 3D, enfin une polarisation 3D. Donc là, ce qui était la matrice de Stokes précédemment s'enrichit d'autres termes, parce que j'ai une polarisation 3D. Et même la formalisation de ces systèmes est plus compliquée. En revanche, de manière expérimentale, c'est très joli parce que les PSF sont petites, donc on peut travailler encore sur des systèmes de super résolution standard. On les décompose sur des bases qui se décomposent facilement en termes d'orientation et de hauteur. Donc c'est un terme de phase qui s'ajoute quand je change la hauteur d'un die. On a estimé les bornes de Kramer-Rao, les corrélations. Ça se fait de manière très très propre et c'est assez performant. Et donc on poursuit sur ce système. Là je vous montre juste un exemple de filament unique sur lequel les PSF ont été rapportés en orientation et en position. Voilà, donc c'était un overview de ce qui se fait en microscopie polarisée. Alors j'espère vous avoir montré que c'est une information qui est sûrement utile pour de nombreux problèmes, y compris en nanophysique. Et que des problématiques restent ouvertes sur les estimations, sur les manières de faire de manière instrumentale ces mesures de manière les plus propres, et également au niveau de l'optimalité de ces stratégies. Et puis je souhaite remercier mes collègues, donc les biologistes et les chimistes avec qui je travaille beaucoup, les mathématiciens et instrumentalistes optiques, et puis tous les étudiants qui sont investis dans ce projet. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie. Donc des questions dans la salle ? Merci pour cet exposé magnifique. Quand tu présentes des belles images là, et que tu les fournis à un biologiste, est-ce que le biologiste a besoin de savoir quelle est ta méthode ? Ou est-ce qu'il se contente d'avoir une image la plus détaillée possible, avec le plus de codage possible, et lui, de façon empirique, en prenant des choses, il va arriver à en tirer une information sans connaître le détail de ta méthode ? Alors c'est une question majeure, parce qu'il se trouve que cette microscopie polarisée, pendant longtemps, elle n'a pas été accessible aux biologistes, parce que justement, on n'avait pas le bon langage et la bonne approche.
Ces images codées, sur lesquelles on a énormément travaillé pour pouvoir justement les rendre parlantes, elles ont été en fait, la manière d'entrer dans ce domaine sur lequel on avait besoin de comprendre les enjeux également. Donc il y a besoin d'un codage qui est indépendant de la méthode. Après, je constate aujourd'hui, dans les collaborations, on voit bien que même dans les papiers des opticiens, il y a énormément de collaborations rapprochées avec les biologistes, ça commence à diffuser. La notion d'estimation, la notion de quantitatif, la notion de formation d'image commence à diffuser. Donc évidemment, il faut des biologistes prêts à dialoguer, et je pense que c'est nécessaire. Je vais peut-être rajouter une petite question. Là, tu as montré essentiellement sur des cellules, et tu vas jusqu'à quelle profondeur avec ta dernière technique où tu es vraiment en orientation 3D au niveau de la distance, je dirais, c'est le micron, typiquement. Une ingénierie de PSF, donc de points focalisés, si elle est travaillée au sens de la phase même de la polarisation, c'est le micron de profondeur au sens de l'accès à de l'information. Et après, il faut travailler sur d'autres stratégies, éventuellement multiplan, enfin voilà. Mais c'est le micron, typiquement, les accès de haute résolution en pointage en Z et en orientation. Merci. Ah, il y a une autre question. Excuse-moi, Après, il y en aura une autre ici. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question, c'est sur la dernière méthode. Pourquoi ne pas utiliser la même méthode que vos collègues de Rochester avec la lame contrainte? Et pourquoi, du coup, utiliser un autre type de lame en changeant la position, l'orientation, etc. Un autre type de lame de phase. Alors, j'ai pas vraiment spécifié les avantages de cette lame. Il se trouve qu'au niveau de l'estimation de signal, de la théorie de l'information, c'est une lame qui est optimale, dans le sens où l'estimation de chacun des axes de cette sphère de Poincaré va être proche de la borne de Kramer. Donc déjà, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a un bon estimateur, une bonne lame. Ce qu'on a constaté dans cette lame biréfringence aussi, c'était que la taille des PSF était réduite. On est à peine à 2 fois plus qu'une PSF standard. C'est un peu l'inconvénient dans ces formations de PSF autres que la gaussienne ou que la tâche d'Airy, c'est qu'on l'élargit. Et on ne veut pas étaler les photons sur trop de surface, ni se contraindre à devoir utiliser des systèmes moléculaires très, très dilués les uns des autres. Donc l'avantage aussi de cette lame, c'est une taille de PSF réduite. Et en fait, on peut envisager de rendre des lames optimales en rentrant cette information comme contrainte également, ce qui est quelque chose d'importance en imagerie. Hein. Donc on voit là un autre ingrédient à rentrer dans l'optimalité de l'ingénierie de ces lames, mais la raison pour laquelle celle-ci est intéressante, c'est cette première nature polarimétrique optimale. Ouais. Oui, une dernière question. Oui, je voulais savoir si vous pouvez utiliser aussi des signaux intrinsèques de l'échantillon, la autofluorescence au deuxième harmonique, et quels seraient les avantages? Alors, on est en train de travailler dessus. Donc c'est une toute autre catégorie d'imagerie qui est l'imagerie scannée cette fois-ci. Alors après, il y a peut-être des plans champ large non linéaire, mais mettons les microscopes habituels non linéaires sont des microscopes de scanning, c'est-à-dire qu'on focalise un champ qui va scanner un échantillon. Donc il y a effectivement des stratégies envisageables. On travaille dessus sur la manière de retrouver de l'orientation 3D de ces informations non linéaires par l'ingénierie d'une PSF qui devient cette fois-ci une PSF moyennée sur un volume. Il y a des problèmes d'accord de phase. Enfin, il y a d'autres questions ouvertes, mais oui, on va vers ça. Ouais. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter et Merci. applaudir de plus encore Sophie.